bien, bonjour et bienvenue à tous pour cette première webconférence proposée par Alliance du Cœur. Nous échangerons aujourd'hui avec nos experts sur la prévention des facteurs de risque cardiovasculaires. Et en quelques chiffres, les maladies cardiovasculaires sont responsables par an de 140 000 décès et il semblerait que 80% pourraient être évités grâce à la prévention, d'où l'importance d'échanger aujourd'hui sur cette prévention et de prendre les bonnes habitudes dont nous allons parler tous ensemble aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir rejoints. Nous avions ce matin 950 personnes d'inscrits, donc merci beaucoup pour cette mobilisation. On voit que c'est un sujet qui intéresse énormément. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous faire un point technique. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez deux onglets. Un onglet qui s'appelle Chat, sur lequel vous pouvez communiquer, qui est un onglet informatif. Nous y mettrons des liens, des ressources, etc. Vous pouvez également poser des questions en rapport avec les liens que nous mettons. Et un onglet Questions. L'onglet Questions, donc Philippe et moi aurons les yeux rivés sur cet onglet Questions qui n'est visible que par vous et sur lequel nous remonterons les questions d'intérêt aux orateurs. Donc, c'est vraiment important que les questions que vous souhaitez poser aux orateurs soient sur l'onglet Questions pour faciliter la tâche à Philippe et à moi qui serons les modérateurs ce soir. À cet égard, cette webconférence, je tiens à le préciser, n'a pas pour objet d'être de la téléconsultation. Donc, nous ne prendrons en compte que les questions d'ordre général. Pour toute question relative à votre santé ou à celle d'un proche, nous vous engageons à aller consulter votre médecin traitant ou votre équipe soignante qui connaît parfaitement votre dossier. Et la continuité des soins est vraiment essentielle, même en cette période de pandémie. Donc, vraiment, nous vous engageons à aller consulter et à continuer les soins. Voilà, après ces quelques mots d'introduction, je laisse la parole à Philippe Thébault, notre hôte, qui est président de Alliance du Cœur. Bonsoir à tous. Merci Oriane et merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette webconférence. Donc, nous sommes Alliance du Cœur, une union nationale. Nous regroupons une vingtaine d'associations et nous représentons à peu près l'ensemble de toutes les pathologies cardiovasculaires. Ce soir, nous allons avoir donc des experts qui vont nous donner des conseils très utiles pour nous remettre un petit peu en selle, si je peux dire, par rapport à cette pandémie qui nous a empêchés de faire certaines activités. Nous avons peut-être laissé un peu de côté notre forme physique, nous avons peut-être négligé aussi notre alimentation, ou ces confinements successifs nous ont donné quelques soucis, donc et ces experts vont certainement, et j'en suis sûr, nous aider à les redresser. Je tiens à remercier Odyssea, qui est un de nos partenaires, la ville de Bondues aussi, ainsi que l'association Agir pour le cœur des femmes. Donc, je laisse la parole maintenant à Madame Mouna Champin, puisque Bayer nous a apporté son soutien institutionnel, Bayer Pharma nous a apporté ce soutien pour organiser cette webconférence. Donc, je lui laisse la parole, Mouna Champin, qui est directeur médical chez Bayer. Merci. Un grand merci Philippe pour cette introduction. Et je suis ravie de mon côté d'être parmi vous pour ce premier webinaire organisé par Alliance du Cœur et que nous soutenons donc au niveau institutionnel. Alors, quelques mots justement pour expliquer la genèse finalement de cette opération organisée par Alliance du Cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soutien institutionnel s'est mis en place pour donner suite à une initiative que nous avons pu lancer en novembre dernier au sein du laboratoire, au sein de Bayer, et qui était liée en fait au contexte pandémique que nous traversons tous. Nos équipes, nos collaborateurs se trouvaient comme nous tous confinés, isolés pour un certain nombre d'entre eux, avec tout ce que cela induit en termes de mauvais comportements alimentaires. On mange pas forcément aussi bien que lorsqu'on est dehors, lorsqu'on a des heures fixes et plus structurées. L'autre impact était évidemment l'absence d'exercice physique et beaucoup d'entre nous faisions finalement l'impasse sur les recommandations des 10 000 pas par jour. Or, le bien-être des collaborateurs, c'est vraiment une priorité pour nous tous et ça rentre bien évidemment dans les objectifs RSE du groupe Bayer. Nous avons donc lancé une initiative
le challenge des 10 000 pas par jour au sein du laboratoire, l'objectif étant de cumuler un nombre total de 40 millions de pas sur une période de 6 semaines, donc ce qui permettait justement de favoriser le fait que les collaborateurs puissent sortir, s'accorder un peu de temps pour eux et faire de l'exercice. Et au final, l'objectif, c'était justement à travers finalement ce challenge de soutenir une association en cardiologie dans une action de sensibilisation de la population générale sur le risque cardiovasculaire, parce que clairement, c'est un sujet qui a d'autant plus de sens au cours de cette pandémie. Donc l'opération, ça a été un grand succès dans la mesure où on était plus de 350 collaborateurs à participer à ce challenge et que finalement, on a réussi à faire un tour du monde avec près de 50 millions de pas qui ont été effectués de manière collaborative. Donc, on se retrouve du coup tous ensemble ce soir et j'en profite pour remercier très chaleureusement Philippe pour l'organisation de ce webinaire qui, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment, se révèle vraiment important dans cette situation qui malheureusement perdure encore. Merci Mouna, et donc très bel effort de la part de Bayer avec un tour du monde réalisé et ce soir qui se concrétise par une webconférence sur la prévention. Donc nous accueillons maintenant le docteur Frédéric Mouquet. On avait prévu de vous faire un rappel sur le fonctionnement du cœur et des artères. Alors, le cœur fait partie de ce qu'on appelle le système ou l'appareil cardiovasculaire. Et donc, ce système ou cet appareil est relativement simple. Il est compris d'une pompe qui correspond au cœur et un système de canalisation qui correspond aux artères et aux veines. C'est un système clos dont l'objectif est de faire circuler le sang dans l'ensemble de l'organisme et d'aller nourrir et approvisionner tous les organes de votre corps. Les maladies cardiovasculaires, en fait, correspondent à l'ensemble des maladies ou des pathologies qui vont toucher une partie de cet appareil, donc soit le cœur, la pompe, soit le système de canalisation, les artères et les veines. Et parmi ces maladies cardiovasculaires, il y a l'athérosclérose, qui est le nom scientifique un peu complexe pour décrire le vieillissement des artères ou de l'appareil cardiovasculaire. Alors, par abus de langage, on résume souvent les maladies cardiovasculaires à l'infarctus, mais en fait, les maladies cardiovasculaires comprennent l'ensemble. Mais on va se centrer ce soir principalement sur les complications de l'athérosclérose, donc le vieillissement des artères ou du cœur qui peuvent mener jusqu'à l'infarctus, soit au niveau du cœur, on parle d'infarctus du myocarde, soit au niveau du cerveau, et on parle d'accident vasculaire cérébral. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce vieillissement, c'est que, contrairement à certaines maladies, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que vos artères ont vieilli, soit du fait de l'âge, soit de facteurs de risque, on va y revenir juste après, on peut éventuellement stabiliser la progression, on peut éventuellement éviter les complications, mais on ne reviendra pas en arrière. Et c'est important à savoir puisque, vous le savez probablement, on en parle régulièrement aux informations, les maladies cardiovasculaires restent dans le monde la première cause de décès, et en France ou dans les pays européens, la première cause de décès chez les femmes avant les cancers et la deuxième cause de décès chez les hommes juste après les cancers. Et donc, ça représente à peu près un quart des causes de décès chez l'homme ou chez la femme. Et donc, ce sont des choses à connaître et en prévenir en amont pour limiter justement le risque d'avoir ces complications ou de les avoir le plus tard possible. Merci infiniment. Effectivement, dans la prévention, ce que je disais, c'est que la compréhension était fondamentale. Donc là, je crois que ce point était très important. Donc, effectivement, des chiffres impressionnants, qui font un peu peur. Première cause de mortalité chez la femme, seconde chez l'homme. Du coup, la question qui vient, c'est quels sont ces risques, quels sont les facteurs de risque, et ensuite, pour pouvoir les prévenir. Alors, effectivement, maintenant qu'on a dit que c'était une cause importante de décès, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ou avoir ça le plus tard possible? Alors, en fait, quand on parle de risque cardiovasculaire, c'est une estimation que les praticiens, votre médecin traitant, votre cardiologue, va faire sur le risque que vous avez de faire un événement cardiaque. Et souvent, on estime ce risque sur une échelle de 10 ans. Ce risque, il va être apprécié en fonction de l'âge et des facteurs de risque qu'on va voir juste après, et il va être évalué soit très modéré,
inférieur à 1%, donc vous avez un risque inférieur à 1% de faire un événement dans les 10 ans qui viennent, soit il est faible, et on a un risque de 1 à 5%, soit il est moyen, de 5 à 10%, et soit il est très important, à plus de 10%. Les chiffres ne sont pas très importants, c'est juste pour vous expliquer qu'en fonction de différents éléments, on va pouvoir vous dire, vous êtes très à risque de faire un problème cardiovasculaire, et voilà les précautions qu'on va prendre, ou vous êtes à bas risque, et voilà les recommandations habituelles qu'on peut vous conseiller. Donc ça, c'est le risque cardiovasculaire, c'est donc de risque de faire un événement à une échelle de 10 ans. Ce risque, il va dépendre de deux choses. La chose sur laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est l'âge, puisque je vous ai dit que l'athérosclérose correspondait au vieillissement des artères. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque, c'est-à-dire ce qui va, en plus de votre âge, accélérer ou aggraver le vieillissement des artères. Et ces facteurs de risque, vous les connaissez probablement. Il y en a une partie qui dépend de votre hygiène de vie, donc le tabagisme, la sédentarité, l'alimentation, le stress. Et il y a d'autres facteurs de risque qui vont découler de cette hygiène de vie, qui sont déjà presque des maladies, qui sont l'hypertension artérielle, l'obésité ou le diabète. Alors très rapidement sur ces différents facteurs de risque, pourquoi ils accélèrent le vieillissement des artères? Eh bien par exemple le tabagisme va augmenter la coagulabilité du sang. C'est-à-dire que vous allez avoir un sang plus épais, donc un risque plus important de boucher vos artères. Ça peut donner aussi des spasmes, c'est-à-dire des rétréchissements assez brutaux au niveau des artères. Ça va diminuer l'oxygène dans le sang. Et donc, tous ces différents facteurs, par le tabagisme, vont accélérer le vieillissement des artères. En ce qui concerne la sédentarité, eh bien, quand vous êtes sédentaire, vous avez une rigidité des artères qui va augmenter, une circulation qui est également moins bonne, et donc un risque d'hypertension artérielle qui va être plus important. L'obésité va augmenter la graisse au niveau des organes et pareil, faire vieillir les artères. Le diabète est un facteur d'inflammation important. L'hypertension artérielle va augmenter la pression dans votre système de canalisation et mettre à risque vos différents organes. Et l'alimentation, par exemple, eh bien, quand vous avez une alimentation qui n'est pas adaptée, vous allez augmenter vos apports en cholestérol et tout ça va aussi participer au vieillissement, à l'encrassement, à l'athérosclérose et au risque de faire des événements. Et donc, en fonction de ces différents facteurs, on va apprécier, une fois de plus, votre risque cardiovasculaire. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que, comme l'a souligné Oriane au début de l'interview, l'hygiène de vie et ses facteurs de risque correspondent à 80% de votre risque cardiovasculaire. Et donc, ce risque, il dépend essentiellement de vos habitudes de vie, de votre hygiène de vie, et pas du tout des traitements ou d'éventuelles maladies. Donc, vous avez, entre guillemets, les cartes en main pour essayer de limiter le plus possible ce risque. Deuxième point important, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le fait de ne pas avoir de facteur de risque cardiovasculaire ne va pas vous garantir de ne pas avoir d'accident cardiovasculaire. Si on prend l'exemple, par exemple, du code de la route, si vous respectez les limitations de vitesse, si vous respectez le code de la route, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui ne le respecte pas et vous créez un accident. Donc, le fait de ne pas avoir de risque, de facteur de risque, va limiter ce risque, mais ce n'est jamais un risque zéro. En revanche, et c'est ça qui est intéressant aussi, si par malchance vous faisiez un infarctus, un accident cérébral sans facteur de risque, eh bien, le fait d'avoir un organisme ou un système cardiovasculaire en bonne santé fait que cet accident sera moins important et qu'il aura moins de conséquences. Donc, c'est de toute façon important de contrôler ces facteurs de risque et de limiter l'athérosclérose. Merci beaucoup. Donc, comment peut-on faire pour limiter ces facteurs de risque, s'il vous plaît, de façon concrète et quotidienne? Alors, pour limiter ces facteurs de risque, il y a différentes possibilités. Comme vous l'avez dit, un des facteurs principaux de l'athérosclérose et du vieillissement, c'est l'âge. Alors, soit vous trouvez la fontaine de jouvence, vous savez, cette fontaine où vous avez de l'eau et vous restez jeune en permanence sans vieillir, et donc vous limitez votre risque cardiovasculaire. Mais si vous ne la trouvez pas, ce qui est très probable, eh bien, il va falloir lutter ou compenser les éventuels facteurs de risque que vous présentez. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé du tabac, de la sédentarité, de l'alimentation, du stress, de l'hypertension, de l'obésité, du diabète. Donc, on va considérer 7 facteurs de risque. Quand vous avez plusieurs facteurs de risque, ils ne s'additionnent pas. Le risque, il va être exponentiel. Et donc, si vous fumez, votre risque de faire un événement par rapport à quelqu'un qui ne fume pas va être multiplié par 2. Si vous fumez et que vous êtes sédentaire, le risque, ça ne va pas être 2 plus 2, ça ne va pas être 4,
ça va être 8 ou 10. Et à chaque fois que vous rajoutez un facteur de risque, vous pouvez multiplier par 3 ou par 4 plutôt que d'additionner ce risque. Et donc, ce qui est important, c'est que les différents facteurs de risque dépendent de l'hygiène de vie et donc ce n'est pas forcément évident d'éliminer tous ces facteurs de risque. L'important, c'est de les limiter. Si vous n'en avez qu'un, eh bien, il faut travailler sur une échelle de quelques mois, quelques années et essayer de l'arrêter. Si vous fumez, eh bien, prenez conseil auprès de votre médecin traitant, auprès de votre cardiologue, auprès de Tabac Info Service et essayez de voir quelle va être pour vous la solution pour arrêter le tabac. Si vous fumez et que vous êtes sédentaire, vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, eh bien, faites de l'activité physique. Si vous êtes hypertendu et que vous fumez, arrêtez de fumer, soignez votre hypertension. Pour chaque facteur de risque, on va pouvoir vous donner des conseils, mais ce qui est important, c'est surtout de limiter l'accumulation de ces facteurs de risque. Et donc, si vous avez de l'hypertension artérielle, suivez votre traitement et essayez d'améliorer l'alimentation et pratiquer de l'activité physique. Si vous avez un diabète, ne pas fumer en plus et faire de l'activité physique. Bref, pour chaque facteur de risque, essayez de trouver une solution pour les corriger un par un. L'activité physique, par exemple, va être traitée après. Eh bien, il faudrait en pratique essayer de faire une demi-heure d'activité physique par jour. Alors, ce n'est pas forcément évident, mais c'est des conseils simples. Si vous habitez en ville et que vous travaillez en ville, ne prenez pas la voiture, vous allez travailler à pied. S'il pleut, vous prenez le parapluie. Si vous travaillez dans un immeuble, ne prenez pas l'ascenseur ou les escalators, vous prenez l'escalier mécanique. Et donc, l'activité physique, c'est des petites choses que vous allez pouvoir implémenter dans votre vie de tous les jours et améliorer. Sur l'alimentation, évitez le grignotage, mangez à heure fixe, ayez une alimentation variée. Pareil, c'est un sujet qu'on va aborder après. Donc, bref, pour chaque facteur de risque, on peut donner beaucoup de conseils, mais l'élément important qu'il faut retenir, c'est vraiment d'éviter l'accumulation. Et si vous avez plusieurs facteurs de risque et qui ne sont pas évidents à gérer, si l'activité physique n'est pas évidente, ben ne fumez pas. Si vous fumez, faites de l'activité physique. Bref, évitez l'accumulation de ces différents facteurs de risque. Ce qui est important aussi, Oriane, vous me dites si je dépasse, en dehors de la prévention, ce qui est important aussi, c'est d'alerter. Et donc, si, par exemple, vous avez des douleurs dans la poitrine qui reviennent régulièrement, si vous avez à un moment une douleur qui dure pendant 1 heure ou 2 heures avec une sensation de vraiment pas être bien, si vous avez une fatigue inexpliquée, si vous avez des maux de tête fréquemment, allez consulter votre médecin traitant. L'hypertension artérielle, par exemple, concerne près de 2/3 des patients après 60 ans. Et il y a un patient sur 2 qui ne sait pas qu'il est hypertendu. Pour le diabète, on a parfois des années de retard parce s'il n'y a pas de prise de sang, on ne détecte pas forcément le diabète. Donc, dès que vous avez des choses inhabituelles, une fatigue, des maux de tête, des douleurs, allez en parler à votre médecin traitant et avec un bilan de débrouillage, on verra si ça nécessite d'avoir un traitement, des conseils particuliers ou en tout cas de ne pas laisser traîner les choses et de ne pas laisser s'accumuler des mauvaises habitudes de vie qui vont vous exposer à un risque qui est assez important. S'il faut retenir quelque chose, c'est continuer à aller consulter. Donc, ce qu'on disait en introduction, la continuité des soins est fondamentale et alerter et éviter toute accumulation des facteurs de risque que l'on a. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez sur cette partie compréhension nous rajouter ou synthétiser pour que les gens repartent avec quelque chose de bien clair en tête, Dr Mouquet? Oui, je pense que vous avez bien résumé. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur et les vaisseaux, c'est un système robuste qui fonctionne très bien, mais une fois qu'il est abîmé, on ne revient pas en arrière. Et une fois de plus, c'est pour ça qu'il faut le préserver. Et le préserver, ce n'est pas les médicaments, vous avez toutes les cartes en main, c'est l'hygiène de vie. Alors, ce n'est pas forcément facile, mais quand on a différents facteurs de risque, on essaie de les limiter, c'est important. Et une fois de plus, on n'hésite pas à aller voir son médecin traitant quand il y a des choses qui paraissent inhabituelles pour voir justement si ça nécessite une prise en charge spécifique. Parfait, merci beaucoup. Donc maintenant, l'exercice va être que Philippe et moi, nous allons prendre les questions posées par les auditeurs et nous allons vous les poser. Philippe, est-ce qu'il y a déjà une question qui me paraît intéressante? Alors, il y a une question très intéressante de la part d'Adrien qui nous dit « tabac, alimentation, c'est d'accord, mais qu'en est-il de l'alcool ?» Alors, l'alcool, c'est une bonne question. Classiquement, on dit dans les recommandations de l'OMS ou des sociétés savantes qu'il faut éviter les excès d'alcool. En fait, l'excès d'alcool va être mauvais pour l'organisme en général. Pour le système cardiovasculaire, l'alcool n'est pas toxique pour les artères, au contraire, il peut être bénéfique, mais de manière raisonnable. C'est-à-dire qu'au maximum, 2 verres d'alcool par jour pour les hommes
et pas tous les jours, et 1 ou 2 verres par jour pour les femmes, et pareil, pas tous les jours. Donc, à dose modérée et des alcools peu forts, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas whisky, liqueur et tout ça, plutôt bénéfique, mais l'excès va être délétère. Si ce n'est pas directement sur le cœur ou les artères, c'est sur le reste de l'organisme qui finalement aura des conséquences sur le cœur ou les artères. Alors, moi, j'ai une question. Vous avez parlé des 7 facteurs de prévention, dont le diabète, et une des internautes nous demande, est-ce que le facteur de risque lié au diabète est le même quand il s'agit d'un diabète de type 1 ou un diabète de type 2? Alors non, forcément, il ne va pas être le même, puisque souvent les diabètes de type 1 sont des diabètes génétiques, ou en tout cas des sujets jeunes. Et donc, le diabète qui va avoir tendance à agresser un peu les artères de manière chronique, eh bien, on comprend bien que s'il commence à l'âge de 5, 6, 15, 18 ans ou s'il commence à l'âge de 70 ans, il ne va pas avoir le même impact. Et donc, forcément, quand on a un diabète de type 1, on est d'autant plus exposé à avoir des complications cardiovasculaires parce qu'on va vivre avec cette maladie toute sa vie. Et donc, c'est d'autant plus important dans cette maladie chronique de limiter les risques qui vont apparaître en plus, c'est-à-dire éventuellement l'obésité, la sédentarité, la mauvaise alimentation. Donc, ça va être un combat de longue haleine, puisque c'est une maladie chronique, mais c'est important. Pour le diabète de type 2, le risque, il est un peu moins important dans le temps, mais il peut être beaucoup plus important de manière aiguë, parce qu'il va survenir chez des sujets plus âgés, et donc potentiellement des gens qui ont déjà de l'hypertension artérielle, ou des gens qui ont déjà plusieurs années de tabagisme, ou des gens qui ont déjà une sédentarité. Donc, le risque n'est pas le même, il n'est pas plus important ou moins important, mais il va être plus prolongé avec le diabète de type 1 et potentiellement plus grave avec le diabète de type 2 parce qu'il arrive chez des patients qui sont probablement déjà plus à risque. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez répondu à une question et les internautes ne peuvent pas voir. Donc, à partir de quel âge doit-on faire attention et avoir une bonne hygiène de vie? La réponse du docteur Mouquet était dès l'adolescence. Donc, voilà. Alors, moi, j'avais une question sur les facteurs génétiques, parce qu'il y a des choses sur lesquelles forcément on peut agir. Tout ce qui est génétique, est-ce que la recherche a avancé? Que faire si on est d'une famille où il y a des antécédents de maladies cardiovasculaires? Alors effectivement, j'ai peut-être pas tout détaillé, mais effectivement, en dehors de l'âge sur lequel on ne peut pas jouer beaucoup, il y a l'hérédité. L'hérédité en termes de maladies cardiovasculaires, c'est mal défini, c'est-à-dire que c'est basé sur le fait qu'il y a d'autres personnes dans la famille, on dit au premier degré souvent, donc soit chez les parents, soit chez les frères et sœurs, qui ont fait un accident cardiaque ou cérébral à un âge jeune. Et donc, il n'y a pas de mutation génétique identifiée, il n'y a pas de terrain identifié, mais quand on voit plusieurs cas dans la famille, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on est d'autant plus prudent et on insiste d'autant plus chez la personne qui vient consulter sur la prévention des différents facteurs de risque, et notamment le tabac, l'activité physique, les prises de sang régulièrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de cholestérol. Et donc, en dehors du cholestérol ou des problèmes de lipides, c'est surtout sur l'interrogatoire et l'histoire de la famille que va se baser le risque qu'on va estimer de l'hérédité. Donc, c'est un risque qui existe, qui est difficile à prévenir parce qu'en dehors du cholestérol, on n'a pas d'éléments concrets. Et donc, ça va être les règles de base qu'on a rappelées sur les différents facteurs de risque. Alors, je vois une internaute qui nous dit « Est-ce que la marche à pied est suffisante en termes d'exercice physique pour entraîner le cœur ?» Oui, tout à fait. Pareil, je ne me suis pas attardé sur l'activité physique puisqu'on va en parler tout à l'heure. Mais dans les recommandations de l'OMS, on recommande une activité modérée à soutenue. Alors, modérée, c'est ce qui est ménage, la marche, des activités quotidiennes. Et donc, on en recommande 30 minutes par jour. Après, on peut compter les pas, effectivement, un objectif de 10 000 pas par jour. Mais la marche, l'activité, le jardinage, le ménage, c'est déjà des activités quotidiennes qui sont importantes et qui, plus on les cumule, plus elles vont avoir un bénéfice. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une activité soutenue. Si on peut, l'activité soutenue, c'est le sport, la course à pied, la marche rapide, ce qu'on veut faire. Mais une fois de plus, l'activité physique de base, c'est déjà un bon point. Plus on en ajoute, mieux c'est. Mais l'activité quotidienne, c'est déjà très, très bien. Bon, parfait, merci beaucoup. Il y avait des questions aussi sur les mesures. Est-ce qu'il y a des mesures standards ou est-ce que ça dépend de la corpulence, de l'âge, etc., notamment l'hypertension, la cholestérol, le taux de cholestérol, etc. Oui, alors effectivement, pour la tension artérielle, on donne des valeurs qui sont, vous savez que pour la tension, on donne 2 chiffres,
13,8 ou 14,9. Et donc, la valeur de tension artérielle, en général, pour définir qu'elle est normale, doit être inférieure à 14 pour le premier chiffre, ou 140, et 9 ou 90 pour le deuxième chiffre. Avec l'âge, on est parfois un peu plus lâche, on va dire, on tolère des chiffres un peu plus élevés, mais on peut retenir en général 14,9 pour la tension artérielle, c'est une bonne valeur de référence. Pour le cholestérol, ça va dépendre beaucoup de l'âge, du bon cholestérol ou du mauvais cholestérol. Dans votre prise de sang, il y a souvent différents dosages de cholestérol. Et donc, une fois de plus, si on a une tension un peu élevée, un peu de cholestérol, ce n'est pas forcément dramatique. Le tout, c'est de faire un bilan avec le médecin traitant ou avec le cardiologue et de faire le point sur l'ensemble des facteurs de risque. Si on a 14,5 de tension, qu'on ne fume pas, qu'on fait du sport tous les jours et qu'on a un poids normal, ce n'est pas forcément dramatique. Si on a un cholestérol un peu élevé avec 11 de tension, qu'on ne fume pas, qu'on n'est pas obèse, pareil, pas d'importance. Donc, les valeurs en soi n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'accumulation de ces différentes valeurs et le risque qu'elles vont avoir en fonction de l'âge, de la famille et ce genre de choses. Et donc, ça nécessite vraiment d'intégrer plusieurs facteurs. Peut-être dans quelques années, on pourra le faire sur Google avec l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, avec des petits calculateurs à une dizaine de scores, votre médecin traitant peut tout à fait estimer votre risque. Alors, moi, j'ai une double question. Est-ce que être asthmatique est un facteur de risque, docteur Mouquet? Et ensuite, vous nous avez parlé aussi des signes d'alerte. Quels sont les signes qui doivent alerter? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, s'il vous plaît? Alors, l'asthme n'est pas un facteur de risque direct en soi, mais ça va dépendre de la sévérité de l'asthme. C'est-à-dire que le risque avec l'asthme ou les traitements de l'asthme, c'est que ça peut accélérer la fréquence cardiaque. Si on a un asthme sévère, on a souvent un peu de mal à respirer. Donc, pour compenser, comme on a moins d'oxygène, le cœur va s'accélérer un petit peu. Et le fait d'avoir une fréquence cardiaque un peu plus élevée va accélérer un peu le vieillissement des artères. Et comme les traitements de l'asthme accélèrent aussi la fréquence cardiaque, et bien, par le biais de cette fréquence cardiaque un peu plus élevée, l'asthme peut être un risque. Mais ça va dépendre de la sévérité. Et le plus souvent, pour un asthme modéré avec des traitements uniquement en cas de crise, ce n'est pas considéré comme un facteur de risque majeur. Pour les signes d'alerte, eh bien, c'est un peu... ça peut être beaucoup de choses. Ça varie tellement d'une personne à l'autre que c'est très variable. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout ce qui paraît inhabituel par rapport à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que pour un infarctus, il y a des gens qui vont avoir une douleur très modérée, mais qui va être vraiment inhabituelle et qui vont faire le même infarctus que des gens qui vont avoir une oppression dans la poitrine très importante. Donc, les signes d'alerte classiques, c'est une douleur dans la poitrine prolongée, ça c'est vraiment pas normal, ou une douleur qui s'accompagne de vomissements, de sueur, de vraiment être pas bien, c'est pas normal. Mais une fois de plus, des autres petits signes, des maux de tête, une irritabilité, une fatigabilité alors que d'habitude on est en forme, tout ce qui paraît inhabituel, il vaut mieux consulter le médecin traitant pour rien une fois de temps en temps que d'attendre le dernier moment et d'y aller tard. Donc les signes d'alerte, douleur dans la poitrine et maux de tête et tout ce qui paraît vraiment inhabituel dans la vie de tous les jours et qu'on n'arrive pas à rattacher à une cause particulière. Même si ce n'est pas cardiovasculaire, il y a peut-être une dépression, un trouble digestif, bref, il faut aller consulter. Ça vaut la peine d'aller consulter. Alors, vous avez parlé de la prévention. La genèse de cette webconférence, c'était la pandémie, nos activités qui avaient été un peu chamboulées, l'alimentation, etc. Et je vois une question sur le stress. Et c'est vrai qu'on a vécu une période de stress. Est-ce que le stress est aussi un facteur de risque de maladies cardiovasculaires? Oui, alors le stress, c'est également un facteur de risque majeur. C'est classique, on le prend difficilement en compte parce que c'est quelque chose qui est très difficile à objectiver. C'est-à-dire que c'est très subjectif. Une fois de plus, le stress d'une personne à l'autre, ça va être très variable. Et donc, ça vient en considération quand le patient en parle spontanément, c'est-à-dire qu'il est tellement important qu'il vient rapidement dans le sujet de la consultation. Mais effectivement, le stress, c'est un sujet de mauvais sommeil, donc moins bonne réparation, d'hypertension artérielle, de tachycardie, de mauvaise alimentation. Et donc, évidemment, le stress, c'est un facteur majeur d'athérosclérose qui est souvent sous-estimé par les médecins généralistes, par nous les cardiologues, parce que ça s'intègre tellement dans la vie de tous les jours maintenant, on court partout, il y a le stress au travail, il y a le stress de la famille, il y a le stress des réseaux sociaux, tout va vite, tout va très vite, il faut répondre tout le temps. Et donc, le stress, il est là en permanence, même quand on ne le sent pas. Et donc, oui, c'est un facteur majeur. Et pour gérer ce stress,
ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont avoir besoin de prendre du temps pour eux, de lire, de se relaxer, de faire des choses plutôt apaisantes. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de se défouler, de faire un trek, de faire un foot, d'aller courir pendant 1 heure à fond. Et donc, le stress, c'est important. Et ça, c'est à chacun de voir par quel moyen on peut s'en libérer. Une fois de plus, c'est un peu, c'est un peu noir ou blanc. Soit on a besoin de repos, de se mettre au vert et de se relaxer. Soit au contraire, on a besoin de se défouler, ou des fois un peu les deux. Donc, c'est très important, il faut y faire attention et il faut voir chacun en fonction de ses spécificités, comment on le gère, quitte à ce qu'on ait besoin de l'aide du médecin traitant, d'un psychologue. On peut se faire aider, mais effectivement, c'est quelque chose de majeur. Super, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on est un peu pris de court par le temps. Monsieur Dr Mouquet, on voulait vous remercier infiniment pour vos explications extrêmement claires et pragmatiques. Vous nous avez dit que l'alimentation était essentielle et donc je vous propose de rejoindre le chef étoilé du restaurant le Val d'Auge à Bondues qui nous a préparé une recette alléchante à cette heure-ci et que nous allons retrouver en cuisine. Et je sais qu'il est derrière son écran ce soir, même s'il n'est pas avec nous. Donc voilà, je le remercie encore de nous avoir accueillis dans son restaurant et donc pendant 2 minutes, nous allons pouvoir suivre sa recette pleine de délices. Bonjour, Christophe Agnerel, étoilé Michelin depuis 2007. Donc je vous propose aujourd'hui une petite recette à base de maquereaux et quelques légumes comme les carottes multicolores qui sont encore de saison et un petit peu de cébettes et aussi un quinoa local. Donc on va commencer simplement, on va sélectionner une carotte de chaque couleur. On coupe les extrémités, les petites lamelles, ça je vais commencer à le cuire. 2 minutes de cuisson pour les lamelles. Les pourpres, je vais les cuire un peu plus. Pendant ce temps-là, je vais ciseler les oignons. Donc là, j'ai sélectionné donc un maquereau. Donc moi, je prends le dos vers moi. Là, on enlève les arêtes, le dos. Là, on va prélever les filets. Donc je passe bien le long de ce qui pourrait être la colonne. On va pas assaisonner, mais je vais mettre un jus d'huître dessus. L'huître, je vais la garder pour tout à l'heure. J'étale un film pour pouvoir disposer les lamelles de légumes, pour pouvoir former comme un petit maquis. Donc là, j'ai sélectionné un petit fromage frais. Le but, c'est de, voilà, on va tartiner tout ça tranquillement. On va répartir les maquereaux que j'ai assaisonnés avec le jus d'huître. Là, on va y mettre des herbes, un peu de persil plat, un petit peu de coriandre. Voilà, mettez les herbes que vous aimez, hein. Ce qui est intéressant, c'est de répartir à peu près. On peut mettre du poivre, on va rouler tout ça. Chose assez colorée. Et là, on va le mettre au frais. On va s'occuper de la cuisson du quinoa. On va faire à chauffer moyennement. Ça, c'est de l'huile de pépin de raisin, qui est assez conseillée hein, pour les maladies cardiovasculaires. On va y mettre le blanc de cébettes. Là, on va mettre le quinoa. Comme pour le risotto, on va y mettre un petit peu de vin blanc, 1/4 litre d'eau. Après l'ébullition, on va attendre 15 minutes de cuisson. Donc, on va utiliser l'huître, un peu de persil plat, le restant de coriandre, un petit peu d'estragon. On va tout hacher. On va réserver l'huître. Donc là, on a notre petit rouleau. Le quinoa qui a cuit 15-20 minutes. Mon petit mélange huître et herbes. Voilà, on va mettre quelques quenelles de quinoa. Voilà, donc là, on a des jolies couleurs. On va faire des petites parts, comme si c'était un maquis. Pour le dressage et l'assaisonnement, on a mis les petits sifflets de cébettes. On y a mis des petits pickles, un citron vert. On peut râper dessus comme ça, légèrement, parce que le zeste, c'est puissant. Et un petit peu d'huile d'olive pour la gourmandise, on a le droit. La recette est finie. Donc là, on a notre petite salade de quinoa et donc des maquis de légumes avec maquereaux boulonnés qui ont été marinés juste dans un jus d'huître. Bon, merci de m'avoir suivi. Et maintenant, je vous laisse avec les conseils de la nutritionniste. Une recette aussi belle que bonne, parce que j'étais dans les chanceuses qui avaient pu goûter, voilà. Donc, pour vous dire qu'on peut manger sainement et de façon délicieuse. Je voudrais savoir, j'ai une question qui concerne la recette du chef Agnerel et on me dit où peut-on retrouver cette recette. Donc voilà, alors je ne sais pas ce qu'on peut répondre.
Où on peut retrouver cette recette? La recette, nous allons la mettre sur le site de Alliance du Cœur. Le restaurant s'appelle le Val d'Auge à Bondu dans le 59. Donc voilà, et le chef s'appelle Christophe Agnerel avec un H. Et nous allons vous mettre tout de suite les coordonnées sur le chat. Donc Madame Bardi, qui est nutritionniste à Besançon, qui donne des conseils de nutrition à tous les âges, donc de la maternelle à l'EHPAD, avec des gens avec des besoins nutritionnels différents, en passant par les adultes en entreprise, et pour transmettre l'ensemble de son savoir sur la nutrition et pour répondre aux questions, nombreuses questions qui sont déjà sur le chat sur la nutrition et nombreuses questions que j'avais eues en amont. Madame Bardi, première question, connaît-on l'impact de la nutrition sur les risques cardiovasculaires? Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui, il y a pas mal de chiffres qui ont été donnés. Il faut savoir que l'alimentation, ça fait partie vraiment des très grands facteurs, comme nous l'a dit le docteur et comme il l'a très bien expliqué. Je pense que vous avez tous bien compris ça. Ça fait vraiment partie des facteurs très importants à prendre en compte au niveau de la santé générale. Là, évidemment, on parle du cœur, mais au niveau de la santé générale, bien sûr, ça a un impact. Il faut savoir que notamment au niveau de l'obésité, en France, aujourd'hui, on est passé à 1 personne sur 2 qui est en surpoids ou en situation d'obésité. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont quand même à retenir, à prendre en compte. Et le surpoids, l'obésité favorise vraiment les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est quand même quelque chose qui se développe de plus en plus, qui n'est pas anodin. Donc, voilà, à prendre en compte quand même au niveau des maladies. Pour prendre soin de votre cœur, faites attention. Donc, on va en parler tout de suite plus en détail. Eh bien, c'est pour ça que c'est très important que vous interveniez ce soir. On a eu des questions en amont très pratiques. J'ai du cholestérol et mon médecin me demande de limiter la crème, le beurre, la viande rouge, le fromage. Puis-je quand même en consommer un peu? Alors, ça, c'est sûr, je pense que vous les avez déjà tout entendu, ces recommandations-là, si vous êtes déjà allé voir votre médecin, si vous avez des problèmes de cholestérol ou si vous avez simplement anticipé et que vous voulez d'ores et déjà y faire attention. En effet, c'est principalement en fait les graisses animales qui vont apporter du mauvais cholestérol, donc le fromage, la viande rouge, la charcuterie, le beurre, la crème. Alors, ça va dépendre de votre consommation. Moi, je conseille jamais de supprimer totalement. De toute façon, c'est quand même compliqué. Mais si vous êtes, par exemple, un très gros mangeur de viande rouge, un très grand consommateur de charcuterie, eh ben, il va falloir prendre le temps de diminuer petit à petit pour revenir à une consommation raisonnable et qui va respecter votre cœur. Donc, au niveau de la viande rouge, par exemple, 1 fois par semaine, 2 grands maximum, c'est les recommandations. La charcuterie, il faut vraiment que ça reste occasionnel. C'est des produits qui n'apportent pas vraiment de protéines, qui sont vraiment très riches en graisse. Donc, cela, ça doit vraiment faire partie des aliments plaisir pour un apéritif, pour un repas en famille occasionnellement. Mais la charcuterie, voilà, c'est vraiment pas des aliments à consommer tous les jours. Au niveau du fromage, bien ancré chez les Français, le fromage, ça, de toute façon, on ne pourra jamais le supprimer, je pense. Mais voilà, c'est vraiment question de quantité. On va faire attention à la quantité. Nous, ce qu'on recommande, c'est environ 30 grammes par jour. 30 grammes, ça représente à peu près 1/8 de camembert, les petits triangles qu'on se coupe facilement. Le fromage, le piège, c'est qu'on a tendance à grignoter un petit peu plus à chaque fois. Et on arrive à des quantités qui peuvent avoir un impact. Donc, au niveau du fromage, je vous conseille vraiment, si vous aimez ça, vous pouvez en consommer tous les jours, il n'y a aucun problème. Par contre, vraiment, essayez de vous maintenir à des petites quantités raisonnables. Vous saurez que vous en aurez tous les jours. Donc, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a des fromages, bien sûr, qui sont moins gras. Tout ce qui va être les fromages frais, fromage à tartiner, la cancoyote qui vient de Franche-Comté fait partie des moins grasses. Voilà, il y a pas mal de petits fromages qui peuvent un petit peu aussi faire l'affaire pour changer de temps en temps. Au niveau de la crème et du beurre, alors les cuissons, j'en parlerai tout à l'heure avec l'huile. Le beurre, je ne vous conseille pas spécialement de cuisiner vraiment au beurre, plutôt cuisiner à l'huile. Par contre, mettre du beurre sur ses tartines le matin ou dans ses pâtes, dans ses haricots, pourquoi pas. Si c'est à peu près 10 grammes par jour, il n'y a pas de problème. Pareil, pas plus, il faut vraiment essayer d'être raisonnable par rapport à ça. Et puis, la crème fraîche, pareil. Ça reste un petit peu occasionnel, pas faire toujours ces sauces à la crème fraîche. Voilà, gardez ça pour certains plats qui vous font plaisir, mais essayez de varier et puis de cuisiner un petit peu différemment en testant des nouvelles choses, comme on a vu avec cette recette. Il y a plein de choses à découvrir.
Voilà, pas hésiter à se renouveler, à tester de nouvelles choses. Bon, donc, ce que je peux dire, mais rester raisonnable. C'est ça. Alors, la seconde question, et ça tombe bien parce que justement, Christophe Agnerel avait pris en compte cette problématique du sel. Je dois suivre un régime sans sel, mais depuis mes plats sont fades et j'ai perdu le goût de manger. Comment faire pour me redonner un peu de goût? Alors, c'est sûr que les régimes sans sel, c'est pas des régimes très faciles quand on a l'habitude voilà, de ce goût salé qui rehausse les plats. Hein. Le sel, c'est vraiment un exhausteur de goût. Par contre, il existe plein de petites choses qu'on peut ajouter à nos plats pour donner du goût. Déjà, il va y avoir tous les aromates. Hein, ça ne pose aucun problème. Donc, le thym, le persil, le romarin, on peut vraiment y aller au niveau des aromates. L'ail et l'oignon aussi, vous pouvez y aller sans problème. Ça va vraiment rehausser vos plats. Et puis, bien évidemment, les épices. Alors, en France, les épices, on ne sait jamais trop comment les utiliser. C'est vrai qu'on cuisine un petit peu par-ci, par-là. Mais n'hésitez pas à faire vos recherches, à vous renseigner si vraiment vous devez manger sans sel. Les épices, ça peut vraiment être votre plus grand allié. N'hésitez pas à vous renseigner, à chercher des recettes nouvelles, à tester des épices que vous aimez. Il y en a vraiment une multitude, donc j'ai aucun doute sur le fait que vous allez en trouver qui vont vous faire plaisir, qui ajoutent de la couleur et puis qui vont raviver vos papilles. Merci beaucoup. Et qui vont mettre de la couleur aussi dans les plats. Le docteur Mouquet nous évoquait les bonnes et les mauvaises graisses en parlant du cholestérol. Donc, c'est souvent un terme qu'on entend d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles sont-elles, où on les trouve et lesquelles doit-on consommer, éviter et dans quelles conditions? Voilà. Alors, au niveau des graisses, il y a deux grandes familles. Donc, il y a les graisses animales qui sont les mauvaises graisses qui vont donner le mauvais cholestérol. Donc, c'est celles dont on a parlé tout de suite. Le fromage, la viande rouge, la charcuterie, la crème et le beurre. Donc, tout ce qui est en fait animal pour que ce soit plus simple pour vous de différencier ça. Ça, c'est les mauvaises graisses qu'on va limiter. Par contre, il y a les bonnes graisses. Celles-ci, le corps en a besoin. Le cerveau fonctionne beaucoup grâce à ces graisses-là. Il ne faut surtout pas les supprimer. Bien sûr, il faut les consommer en quantité raisonnable. Par contre, celles-ci, il ne faut pas les supprimer. Et ça va être en fait toutes les graisses qui sont végétales, d'origine végétale. Donc, premièrement, il va y avoir toutes les huiles. Et pareil, ça, il y en a une multitude. Donc, pas hésiter à les consommer, à varier. Hein. Les huiles, on peut en avoir 3-4 à la maison. Et puis, un petit peu d'huile d'olive pour faire mes légumes, un petit peu d'huile de colza dans ma salade, un petit peu d'huile de noix pour mes crudités. Il y a vraiment beaucoup d'huile. Huile de pépins de raisin que le chef a utilisé également. Hein. Des huiles détonnantes qu'il ne faut pas hésiter à tester. Donc, ça, c'est des très bonnes graisses. On peut en consommer voilà, un petit peu dans la journée. 1 ou 2 cuillères à soupe, pareil, toujours en quantité raisonnable. Par contre, ça, c'est des graisses qui vous feront pas de mal et qui ont presque du bon cholestérol, si je puis dire, par rapport aux graisses animales. Il y a aussi les oléagineux, les fruits à coque, les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou, etc. Ça, ce sont des bonnes graisses aussi. C'est des aliments qui sont très riches en vitamine E et en oméga. Donc, ceux-là, pareil, on peut en consommer. Pareil, on fait attention toujours aux quantités. De toute façon, l'alimentation, on peut manger de tout. Il n'y a rien à supprimer. C'est vraiment les quantités dont il faut faire attention. Les oléagineux, moi, je vous conseille une petite poignée par jour, donc une dizaine, pas plus, hein, sinon on peut être un petit peu en excès, mais une dizaine d'amandes ou une dizaine de noix ou quelques noix, quelques noisettes. Voilà, ça va aussi vous apporter des bonnes graisses et qui sont bonnes pour le corps. Il y a aussi l'avocat hein, qui est un légume mais qui se situe dans les bonnes graisses, la noix de coco, l'olive aussi. Hein, en fait, on peut en tirer des huiles, donc ce sont des aliments qui ont des bonnes graisses. Et ça, on peut en manger vraiment sans problème. Il faut pas, voilà, n'allez pas manger de la salade sans sauce parce que vous avez peur de faire une vinaigrette avec un petit peu d'huile. Ça, on peut en consommer sans problème. Et justement, sur les huiles recommandées, donc ça, vous avez répondu. Le beurre allégé, est-ce qu'il est conseillé pour remplacer le beurre normal? Alors, le beurre allégé, le problème du beurre allégé, c'est que c'est un aliment qui va être ultra transformé. Du moment que les aliments, on va prendre le même principe pour la crème. Hein, on peut vraiment prendre les yaourts allégés, les fromages blancs allégés. Tous les produits allégés, généralement, sont des produits ultra transformés qui sont retravaillés par les industriels et dans lesquels on va ajouter beaucoup d'additifs. Hein, le beurre allégé, ça va être un beurre
dont on a enlevé du gras, mais on a rajouté des additifs pour que ça ait quand même la même texture, le même goût, la même odeur, etc. Donc, moi, je conseille quand même de faire très attention avec les produits allégés, surtout que parfois, on se dit que c'est allégé, donc on a tendance à en consommer plus. Donc, moi, je conseille, si vous aimez le beurre, de prendre un vrai beurre, si vous aimez la crème, de prendre une vraie crème, si vous aimez les yaourts, de prendre des vrais yaourts, mais par contre, en les consommant raisonnablement, il n'y a aucun problème. Mais voilà, les produits allégés, c'est comme les boissons 0 calories, 0%, etc. Il y a toujours des additifs dedans. Et les additifs, quand on se penche un petit peu dessus, c'est parfois plus dangereux que la graisse et le sucre en tant que tel. Donc, voilà, à y faire attention. Une bonne alternative. Alors, il y avait une question. Je suis en obésité depuis plusieurs années et mon médecin me demande de perdre du poids pour ma santé et j'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, ce que je peux vous conseiller lorsque vous êtes en surpoids ou en obésité, c'est de toujours aller demander conseil à des professionnels, donc par exemple à un diététicien ou à une diététicienne qui saura prendre votre cas bien à part et vous donner des conseils vraiment pour vous. Dans l'alimentation, c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et rien. Par contre, des fois, il y a des choses qui sont quand même très personnelles dans l'alimentation et on a besoin qu'on prenne vraiment soin de notre cas. Donc, premièrement, ce serait d'aller voir un professionnel. Et après, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte également. Ça peut être le sport, donc l'activité physique, peut-être essayer de mettre une activité physique en place si on est un petit peu sédentaire. Les profs APA sont également là pour ça, donc vous allez en avoir une juste après. Il y a aussi le sommeil qui joue un rôle essentiel au niveau de la perte de poids. On devrait dormir 6 à 7 heures par nuit pour perdre du poids, donc ça peut également jouer. Et puis, il y a aussi le poids de forme. Parfois, il y a des antécédents familiaux, il y a des maladies derrière. Enfin, il faut vraiment que vous arriviez à prendre votre cas dans la globalité et puis vous tourner vers des professionnels qui sauront réellement vous aiguiller si de vous-même, vous n'arrivez pas à prendre ça en charge. Merci. Chloé, je crois que vous nous aviez préparé un atelier justement très pratique sur tout ce qui pouvait être caché dans les aliments qu'on consomme au quotidien pour qu'on prenne un peu conscience. Donc, allez-y. Alors, je vous ai choisi quelques petits aliments qu'on a, je pense, tous dans nos placards. Hein. Même moi, c'est très pratique de temps en temps. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment apprendre à lire les étiquettes pour déceler ce qui se trouve dans les produits. Peut-être que du coup, vous changerez un petit peu d'habitude par rapport à ça. Donc, les étiquettes, sur vos aliments, vous avez toujours une étiquette où il y a écrit ingrédients et les ingrédients sont listés. Donc, ça, c'est la première chose à regarder lorsque vous achetez un produit ou, par exemple, si vous achetez une salade, un plat préparé, vous hésitez entre deux, c'est vraiment l'étiquette qu'il faut regarder qui va vous aiguiller sur la composition. Et ce qu'on va essayer de fuir, c'est le sel, le sucre qui sont souvent en grande quantité à l'intérieur. Donc, sur vos étiquettes, les noms des ingrédients sont classés par ordre, donc du plus important au moins important. Donc, si par exemple, vous achetez, je ne sais pas, des gâteaux, des cookies pour le goûter ou autre, parce que vous avez un petit creux, essayez de regarder sur l'étiquette. Il faut que sur l'étiquette, ça commence par farine. Forcément, il faut que ce soit l'ingrédient le plus important. Comme vous le feriez à la maison, en fait. Basez-vous sur votre expérience à vous. Si vous, à la maison, vous le faites à partir de ces ingrédients-là, il faudrait que ça y ressemble au maximum. Si ça commence par sucre, ça veut dire que c'est le sucre qu'il y a en plus grande proportion dans cet aliment transformé. Donc là, essayez peut-être d'aller en trouver un autre qui sera un peu plus équilibré. Là, j'ai devant moi, par exemple, une sauce tomate. Il faut savoir que dans la sauce tomate, vous regarderez si vous en avez dans vos placards, il y a du sel. Alors, le sel, il y en a toujours dans les boîtes de conserve puisque c'est ce qui conserve, mais il y aura également toujours du sucre qui est un exhausteur de goût. Donc, par exemple, dans ma petite boîte de sauce tomate, il y a déjà 1 carré de sucre par portion. Pareil, dans mon maïs, dans mon thon, il y a énormément de sel, par exemple. C'est à regarder aussi dans la boîte, dans la liste des ingrédients, il y a du sel. Là, j'ai des petits gâteaux, des petits sablés avec du chocolat par-dessus. Il faut savoir que dans un sachet donc de 3 petits gâteaux, il y a 5 morceaux de sucre. 35 grammes de sucre dans les 3 petits gâteaux. Donc, c'est vraiment énorme. Dans une soupe également que j'ai achetée industrielle, je regarde sur ma petite étiquette et il y a également du sucre dedans, l'équivalent d'un morceau pour mon bol de soupe.
Donc voilà, tout ce qui va être industriel. Les canettes de soda, on est facilement à 6, 7, 8 morceaux de sucre dans la canette. Alors, il y en a une très connue qu'on critique très souvent et qu'on dit très sucrée, mais finalement, tous les sodas ont la même quantité de sucre. Les jus de fruits également, à faire attention, c'est très sucré aussi, même si ça reste du fruit, c'est également très sucré. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les sauces également, les sauces qu'on a tous au frigo, qu'on peut mettre un petit peu à droite à gauche, c'est également très sucré et généralement salé. Hein. Les sauces à base de tomates, à base d'œufs, etc., c'est également sucré. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de produits autour de nous qu'on achète qui contiennent du sucre, qui contiennent du sel, et il faut vraiment y faire attention. Alors vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut manger? Il y a du sucre dans tout. Eh bien non, il n'y a pas du sucre dans tout parce que tout ce que vous allez faire chez vous, à la maison de vous-même, il n'y aura pas de sucre, il y aura le sel que vous aurez choisi de mettre à l'intérieur. Donc, du moment qu'on cuisine soi-même, il y a toujours des exceptions. Hein. On peut aller acheter de temps en temps des produits préparés, il n'y a pas de problème. Mais du moment que vous cuisinez vous-même, votre sauce tomate, vous prenez des tomates, vous faites votre sauce vous-même. Les sauces, vous les faites. Les viandes, les légumes, du moment que vous faites vous-même, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sel ajouté. Et là, vous avez complètement le contrôle sur votre alimentation. Il y avait des questions notamment sur le miel. Est-ce que le miel et le diabète, le sucre, combien est préconisé par jour? Est-ce qu'il faut complètement l'arrêter? Est-ce qu'on peut en manger, etc., quand même en consommer? Alors, le sucre, en effet, on en consomme beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait, dans l'idéal, mais c'est très difficile à gérer, c'est environ 25 grammes de sucre raffiné, donc ajouter le sucre blanc par jour. Donc, ça fait 5 morceaux de sucre. Donc, c'est vraiment très peu. Hein. Quand je vous ai dit tout à l'heure, dans mon petit paquet de gâteaux, 3 gâteaux, il y en a déjà 6. Dans ma petite canette de soda, il y en a déjà 7. Hein. Normalement, dans l'idéal, on devrait en consommer 5 morceaux maximum, voilà, 25, 30. Donc, c'est quand même minimum. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir le contrôle dessus sur les aliments. Lorsque je bois un thé, un café, je vais essayer de m'habituer à ne pas le sucrer. Les yaourts, eh ben, pourquoi pas goûter et m'habituer au goût sans sucrer. Mes produits industriels, eh ben, je vais essayer de les faire maison pour éviter d'avoir mes 2-3 grammes par-ci, par-là qui s'ajoutent. Le miel, par contre, voilà, ça reste un sucre qui a un pouvoir sucrant, hein, mais par contre, c'est un sucre naturel. Donc ça, il n'y a pas de souci si vous aimez en mettre dans vos pâtisseries, dans vos tisanes. Ça reste un produit naturel et pas transformé par l'industrie. Donc, le miel, c'est quand même pas mal. À limiter, évidemment, mais comme tout, ça, vous l'aurez compris. Mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et quand on a du diabète, évidemment, faire attention. Maintenant, le diabète est très bien géré hein, grâce aux médicaments. On peut manger du sucre. Il y a quelques années, le sucre était vraiment interdit pour les diabétiques. Maintenant, on peut un petit peu en consommer, mais toujours de façon raisonnable. Et bien évidemment, lorsqu'on est diabétique, pas de prise isolée de sucre en plein après-midi. Hein, on prend toujours le sucre au sein du repas. Si on veut une pâtisserie, si on veut un gâteau, c'est à la fin du repas pour que ça se mélange dans le bol alimentaire et que du coup, la glycémie augmente moins fort. On a une question sur le Coca Zéro, Coca Light, qui est conseillé en comparaison du Coca classique. Donc, même si l'eau, c'est plus sain, je suis un peu addict. C'est une remarque de nos internautes. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, le sucre, hein, c'est une vraie addiction, hein, ça a été prouvé, plus addictif que certaines drogues. Donc, voilà, ne culpabilisez pas si vous êtes accro. C'est presque normal. C'est vraiment reconnu comme drogue. Par contre, on peut essayer d'en boire de moins en moins. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, les 0%, les Coca Light, etc., ça reste ultra chimique, ultra transformé. Déjà que la boisson de base n'est pas du tout naturelle. Il faut faire très attention aux additifs, notamment à l'aspartame hein, qui se trouve dans ces produits-là, qui sont reconnus cancérigènes. Donc, comme je le dis, il vaut mieux manger un vrai produit, boire un vrai produit plutôt qu'aller sur son dérivé 0% pour se donner bonne conscience. Voilà, il vaut mieux boire un vrai soda une fois de temps en temps plutôt que boire des litres de 0% ou de 0 calories. Après, voilà, il faut essayer de réduire sa consommation petit à petit, pas réduire du jour au lendemain, mais voilà, réduire un petit peu. Si vous êtes à 2-3 canettes par jour, et ben pendant une semaine, on est à 2, et puis la semaine d'après, on réduit à 1. Et puis petit à petit, pour vraiment retrouver le plaisir de l'aliment occasionnellement. Il y avait une question quand vous avez dit ce qui était graisse, cholestérol, sur 2 points, les oméga 3
et sur les œufs. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Les oméga 3, vous aurez remarqué que dans la recette de Christophe Agnerel, justement, c'était du maquereau, un poisson riche en oméga 3 et un poisson de la région. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ces oméga 3 et en quoi ils sont protecteurs, combien faut-il en consommer, et sur les œufs, s'il vous plaît? Alors, les oméga 3, donc, ils font partie des graisses, des très bonnes graisses qu'on conseille à manger au quotidien si on peut. Alors, c'est sûr qu'on est une population où on mange plus d'oméga 6 et 9. Les oméga 3, c'est un petit peu les grands oubliés, bien qu'ils reviennent maintenant. Donc, ça va être tous les poissons gras. Donc, ça, il ne faut vraiment pas hésiter à remplacer de temps en temps la viande par du poisson, de plus en plus, si vous aimez ça. Et donc, tous les poissons gras, les maquereaux, les sardines, le thon, ça, il ne faut pas hésiter. Notamment, on les retrouve facilement en boîte si pour vous, c'est trop compliqué de les cuisiner. Pas hésiter à en manger occasionnellement. Il y a également les oléagineux que je vous ai donné tout à l'heure, une petite poignée, tous les jours, quelques petits oléagineux. Ça vous apporte également des bons oméga 3. Et ces oméga 3, c'est vraiment ceux qui vont essayer de combattre le cholestérol, qui vont essayer d'inverser un petit peu la tendance, de le faire diminuer ou revenir à un niveau correct. Et puis, au niveau des huiles, pareil, il y a plein d'huiles qui sont très riches, notamment les huiles de noix, les huiles de noisettes également. Plein de petites huiles qu'on peut mettre dans les crudités et qui sont très riches. Donc, les oméga 3, voilà, il ne faut pas hésiter à aller sur des bonnes graisses, les graisses végétales qui peuvent vous apporter que du bénéfice au niveau de votre cholestérol. Et puis, au niveau des œufs, alors les œufs, c'est vraiment le jaune d'œuf qui va poser problème puisque c'est lui qui est riche en cholestérol. Donc, si vous avez un cholestérol élevé, il va falloir quand même réduire un petit peu votre consommation au niveau des œufs. 1 œuf, 2 œufs maximum par semaine. Vraiment le jaune qui est quand même une petite bombe de cholestérol, donc c'est ça qu'il va falloir limiter. Après, si vous êtes simplement dans la prévention pour l'instant et que vous voulez faire attention à votre cholestérol, les œufs, on peut quand même en consommer un œuf tous les jours, pourquoi pas, si votre cholestérol a un taux normal et qu'à côté, vous ne mangez pas de produits trop transformés. Le cholestérol, c'est vraiment aussi amené par tous les produits transformés à droite et à gauche qui vont avoir des graisses saturées, des graisses cachées, etc. Si vous avez une alimentation à côté qui est vraiment saine et équilibrée avec peu de produits transformés, il n'y a pas de souci de consommer des œufs, un œuf tous les jours. Voilà, ce n'est pas un problème. Parfait, merci. Philippe, est-ce que tu as une dernière question? Moi, j'étais sur les plats en friture qui sont faits maison. Sont-ils mauvais pour la santé? Alors, les plats en friture, ça va être l'huile frite en fait qui dégage un composé qui peut être dangereux entre très gros guillemets. Si c'est mangé occasionnellement, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas que ce soit mangé trop souvent. Au niveau des fritures, ça va vraiment être, premièrement, généralement des bains d'huile, donc un apport d'huile conséquent sur une petite quantité d'aliments. C'est surtout ça qui va être le problème. Et puis, le procédé de cuisson peut dégager parfois des petits composés qui peuvent être un petit peu dangereux, mais si c'est une fois de temps en temps, non, il n'y a pas de problème. Et puis pour le chocolat, alors pour les œufs de Pâques, pour conclure, le chocolat, donc qui fait partie des aliments sucrés, il n'y a pas de problème d'en consommer, mais toujours avec modération. Le sucre, c'est le seul aliment, le sucre raffiné, qui n'apporte rien au corps, qui n'a pas de bénéfice autre que le plaisir, qui n'apporte rien au niveau nutritionnel. Donc, il faut vraiment garder ces aliments pour le plaisir et c'est pour ça qu'on va essayer de les consommer occasionnellement pour que ça nous apporte ce plaisir. Si on les consomme tout le temps, tous les jours, un petit peu comme ça pour rien, au final, on perd un petit peu le plaisir. Donc, il faut vraiment les garder. Si, par exemple, votre plaisir, c'est le midi avec votre café, un petit carré de chocolat noir et que ça s'arrête là pour la journée, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas se frustrer pour après en avoir envie à en manger des très grosses quantités. Un petit peu tous les jours, un petit carré de chocolat, un petit œuf en chocolat. Voilà, une petite douceur si ça vous fait plaisir. Tant que c'est raisonnable et que vous, ça vous apporte votre petite dose, il n'y a pas de problème. Bon, sur mot de plaisir, on va vous laisser, on va vous remercier infiniment pour pouvoir passer à l'autre type de prévention qui est l'activité physique. Donc, pour cette partie, on va vous proposer quelques exercices en plein air grâce à notre coach professionnel Gwen, qui s'est proposé de nous montrer 3 exercices simples à faire.
Bonjour à tous, je me présente Gwen Esri, coach sportif depuis plusieurs années pour les préventions des maladies cardiovasculaires. Il est préconisé 30 minutes d'activité physique quotidienne et ce 5 fois dans la semaine. Ces 30 minutes d'activité peuvent être pratiquées par tout le monde, d'accord? On n'est pas obligé d'être une personne super sportive pour pratiquer ces 30 minutes. On va vous l'expliquer, il y a plusieurs exercices. On se retrouve justement pour parler de ces exercices que vous allez pouvoir faire au quotidien. J'ai choisi des exercices qui sont simples, qu'on peut faire partout à la maison, ou à la limite là on se retrouve en extérieur, mais vous n'aurez pas besoin de matériel. Imaginez-vous, soit vous avez une marche d'escalier, soit vous avez un step, vous faites cet exercice qui est simple. Vous restez bien sur l'avant du pied, pas sur les talons. Vous serrez un petit peu la sangle abdominale, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, d'accord? Tout simple cet exercice. Vous pouvez évidemment le faire pendant 30 secondes. Si besoin, si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter jusqu'à 1 minute. Sachez qu'en tout cas, l'idée évidemment, c'est de le refaire pendant 5 à 6 blocs, comme ceci, d'accord? Ça va solliciter toute la chaîne musculaire, ici des quadriceps et les membres inférieurs. On se retrouve pour le deuxième exercice, c'est pareil, tout simple. Imaginez-vous qu'il y a un mur, mais évidemment moi je suis en extérieur et si vous êtes en extérieur, évidemment vous pouvez le faire. Je m'installe correctement comme ceci en chaise, d'accord? Je maintiens normalement la position 20 à 30 secondes pour ceux qui sont à l'aise et ceux qui sont encore plus sportifs, évidemment vous pouvez tenir la chaise pendant 45 secondes, d'accord? Ensuite je me relève, je suis dos bien droit à chaque fois. Je complexifie, allez, si vous voulez vraiment complexifier encore l'exercice et mettre un petit peu de cardio, je suis bien droit, je descends en fente avant, ici, hop, je me repositionne en chaise une dizaine de secondes et ensuite j'alterne en fente avant, je me repositionne en chaise tranquillement, d'accord? On se fait un petit dernier exercice qui sera un peu plus dans la partie cardiovasculaire. Au début, je fais juste ça, d'accord? J'écarte, je ferme, d'accord? Pour ceux qui sont encore un peu plus sportifs, je peux rajouter les bras, on appelle ça un jumping jack. J'écarte, je ferme, d'accord? Vous allez, selon votre niveau, réaliser ce mouvement pendant 30 secondes à 1 minute, renouveler 5 à 6 fois. Si vraiment vous êtes encore super fort et un peu plus physique, vous pouvez vraiment prendre un poids ou 2 bouteilles d'eau dans vos mains, vous descendez, vous montez, vous allez voir, ça va faire un peu plus solliciter votre cœur. En tout cas, bougez-vous pour prévenir toutes ces maladies cardiovasculaires. 30 minutes quotidien, d'accord, 5 fois par semaine, c'est indispensable pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Soit vous alternez les exercices, je vous rappelle, que je vous ai proposé juste avant, soit vous irez marcher, soit vous irez faire de la natation, soit vous irez faire du vélo, d'accord? Mais en tout cas, pensez-y et mettez ça dans vos agendas chaque jour. Je laisse la place à notre APA Margot Voisin. Merci beaucoup Gwen pour ces exercices. Nous avons été rejoints par Margot Voisin, donc qui est enseignante en activité physique adaptée, donc APA à Bordeaux, où vous encadrez des séances d'activité physique individuelle ou collective pour des gens qui ont parfois des aptitudes physiques ou psychologiques qui limitent leur activité. Et vous travaillez notamment avec Alliance du Cœur Sud-Ouest et aussi avec l'association Prof APA. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et je crois que vous aviez préparé quelques diapositives. Oui, tout à fait. J'ai préparé quelques diapos. Merci beaucoup pour la présentation, Oriane. Eh bien, je veux bien les slides. Super. Donc, avant de commencer à vous présenter le sport et l'activité physique, pour bien comprendre, je vais vous expliquer 3 termes, donc qui sont l'activité physique, l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, l'activité physique, en fait, c'est tous les mouvements qu'on va produire dans notre journée et qui vont appliquer une dépense énergétique plus élevée que celle au repos. Donc, par exemple, c'est le fait de marcher, de monter les escaliers, de bricoler ou encore faire le ménage. Donc, en un mot, c'est le fait de bouger. À côté, on va avoir le sport. Donc, le sport, c'est différent de l'activité physique. On a tendance à les confondre, mais le sport, c'est une discipline qui va être codifiée par des règles, des institutions. Et souvent, on le pratique dans une recherche de compétition, de performance. Voilà, donc en fait, c'est un sous-ensemble de l'activité physique. À côté, on va avoir les activités physiques adaptées, donc APA, qui, elles, vont s'appuyer sur les activités physiques et sportives. Voilà, donc c'est un outil qui va permettre de mettre en mouvement les personnes qui ne font pas assez d'activité physique dans leur journée ou pas de sport au quotidien, en raison de leur état de santé physique, mentale ou sociale. Voilà, à la différence, on va avoir aussi l'inactivité physique. Donc là, c'est un état de repos
ou bien d'activité physique, mais qui est à un niveau inférieur en fait par rapport au seuil recommandé. Donc, comme l'a expliqué Gwenaëlle, il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique par jour. Si l'on en fait 10 minutes, on est en dessous du seuil, par exemple. Donc pareil, l'inactivité physique est différente de la sédentarité. J'étais en train de dire que l'activité physique avait de nombreux bienfaits sur notre organisme et du coup sur notre corps entièrement, et quel que soit notre âge et notre condition physique. Et il a été de nombreuses fois prouvé que lorsqu'on pratique une activité physique régulièrement, ça facilite la prévention et la prise en charge de maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les AVC ou encore plusieurs types de cancers. Donc en effet, puisqu'on va venir solliciter en fait notre système cardio-respiratoire, lorsqu'on pratique, donc l'activité physique a une action protectrice, si vous voulez, sur notre cœur. Donc, elle va améliorer la fluidité de notre sang, baisser notre fréquence cardiaque au repos comme à l'effort, ou encore protéger nos artères. Voilà. Donc, un cœur entraîné, du coup, va travailler moins et donc s'économiser. Voilà. Donc ainsi, le taux de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires serait réduit de 20 à 40% chez les personnes qui font régulièrement de l'exercice, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. L'activité physique va également permettre d'entretenir nos muscles et nos articulations, tout en développant nos capacités physiques, c'est-à-dire notre souplesse ou notre équilibre, par exemple, donc, qui sont très importants au quotidien. Donc, elle apporte aux pratiquants un mieux-être au niveau physique, mais aussi psychologique et mentale. Donc, elle contribue à améliorer notre qualité de vie en soi. Voilà. Donc, tous ces effets positifs peuvent apparaître en quelques semaines de pratique à condition qu'elles soient régulières, simplement. Donc, il existe quelques recommandations également, comme Gwen nous l'a dit tout à l'heure. Chez les adultes, il est recommandé de pratiquer 30 minutes par jour à intensité modérée à élevée. Donc, intensité modérée, pour vous l'expliquer à peu près, c'est une marche rapide. Ça correspond à une marche rapide. Voilà. Donc, ces 30 minutes sont importantes parce que c'est à partir du moment que les aptitudes cardio-respiratoires vont se développer et elles n'ont pas besoin d'être faites en continu. Par exemple, ce qui va compter, c'est le volume total dans votre journée. Donc, par exemple, on peut faire 3 fois 10 minutes dans notre journée. Comme ça vous laisse le temps de les répartir, tout simplement. Au moins 5 jours par semaine, en évitant de rester 2 jours consécutifs sans pratiquer. Donc, dans votre semaine, il vaut mieux faire 7 sessions de 30 minutes plutôt que 210 minutes d'un seul coup. Donc, voilà. Et il est important également de faire plusieurs types d'activités, comme par exemple les activités de type endurance, de souplesse, d'équilibre ou encore du coup de renforcement musculaire. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec le travail, surtout selon le métier que l'on fait, notre vie de famille et puis la période actuelle, il n'est pas toujours évident de suivre ces recommandations et puis surtout tous les jours. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces pour pratiquer à la maison ou au quotidien. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser votre voiture, vous pouvez très bien vous garer sur le parking un petit peu plus loin que d'habitude, ou même quand vous allez faire vos courses, vous pouvez vous mettre sur le parking plus loin de l'entrée pour pouvoir marcher un peu plus. Si vous empruntez le bus, le métro ou encore le tram, pareil, vous pouvez vous arrêter une station avant pour marcher un petit peu plus. Et pour faire plus d'exercices durant votre journée, vous pouvez très bien prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Ça, c'est une habitude qu'on peut prendre facilement. Si vous voulez travailler votre équilibre aussi, par exemple, quand vous lavez les dents, vous pouvez vous appuyer au lavabo si besoin. Vous pouvez tenir 10 secondes sur un pied, puis ensuite sur l'autre. Et puis, si c'est vraiment trop facile, essayez plus de temps. Pensez aussi le matin, prenez le temps au réveil de vous étirer. La souplesse, c'est également très important. Pareil, si vous travaillez au bureau, prenez le temps de vous étirer. Ça fait toujours du bien et puis ça fluidifie votre sang. Et puis, prenez le temps aussi de faire des petites pauses, au moins toutes les heures ou toutes les 2 heures. Allez marcher ou allez voir votre collègue chercher un papier plutôt que d'envoyer un mail. Tout simplement. Voilà. Et une fois rentré à la maison, vous pouvez faire des petits exercices de gym comme nous a proposé Gwen juste avant. Et puis, si ce n'est pas votre tasse de thé, vous mettez la musique et puis vous dansez, vous déhanchez à fond à la maison. Ça peut être une façon pour vous. Le plus important, c'est de vous faire plaisir. Si vous ne faites pas plaisir, vous risquez d'arrêter la pratique, de vous démoraliser
et du coup, tout arrêter. Donc, trouvez vraiment ce qui vous fait plaisir. Par exemple, d'aller marcher ou ce que vous voulez. Voilà. Point important aussi, pensez à vous échauffer avant pour préparer votre corps et éviter les blessures et de vous étirer après. Voilà, donc pour avoir une meilleure, plus belle posture et puis éviter pour les courbatures aussi. Voilà, donc démarrez en douceur, augmentez progressivement aussi et mettez-vous des objectifs atteignables. Par exemple, si 30 minutes, ça paraît vraiment trop pour vous dans une journée, commencez par 10 minutes, puis au fur et à mesure des jours, des semaines, augmentez votre temps. Voilà. Donc, sachez qu'une pratique, enfin, l'activité physique bien pratiquée n'est pas dangereuse pour le cœur. Le seul vrai risque pour le cœur, du coup, c'est l'inactivité. Voilà. Merci pour votre écoute. Effectivement, le cœur étant un muscle, il faut aussi l'entraîner. Voilà. Philippe, est-ce que tu as des questions? Alors, j'ai quelques questions. À partir de quelle vitesse parle-t-on de marche rapide? Alors, à partir de quelle vitesse? Alors, ça se calcule en mètres, l'activité physique. Mais sinon, d'un ordre physique, si vous voulez, dès que vous sentez votre cœur un petit peu s'accélérer, un tout petit peu essoufflé, là, du coup, vous êtes en intensité modérée. Voilà. Alors, moi, j'ai une question qui nous intéresse tous en ce moment. Est-ce que 7 heures en position debout et non en position assise, puisqu'on est tous ou une majorité en télétravail, est considérée comme étant sédentaire, ou est-ce que c'est un peu mieux? En étant debout? Oui. Oui, c'est mieux. C'est mieux parce que du coup, il y a quand même le tonus musculaire qui est activé. Donc, forcément, c'est beaucoup mieux. Comme dans les transports, vaut mieux du coup rester debout que plutôt s'asseoir et relâcher complètement les muscles. Philippe, est-ce que une dernière question? J'ai une question de activité physique pour les personnes non valides. Alors justement, les personnes handicapées ou en fauteuil roulant, justement, la question qui est posée, c'est quelles sont les possibilités de faire de l'activité physique? Pour les personnes, non. Pour faire l'activité physique, il existe des clubs si vous voulez partir même en sport. Sinon, il y a plein de petits exercices à faire à la maison, notamment haut du corps. Vous avez pas mal de vidéos, par exemple, sur YouTube qui sont proposées. Bon, après, il faut faire une sélection. Ou bien faire des cours avec des enseignants à pas. Qui peuvent être très pratiques. Eh ben, merci beaucoup, Margot. On accueille maintenant Anne Bergougnou, donc, qui est partenaire également avec Odyssea. Donc, Anne dirige Odyssea depuis 17 ans parce que le sport et l'activité physique, hein, c'est pas que le sport, c'est le dépassement un peu de soi, mais c'est aussi, ça peut être le don vers les autres, et c'est vraiment l'objet de l'association Odyssea qui organise des courses pour récolter des fonds contre la lutte contre le cancer du sein. Donc, on a un petit film récapitulatif du temps où on pouvait courir tous ensemble dehors. Et après, Anne nous expliquera. Oui, c'était le bon temps, hein. Merci à tous pour votre présence, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir, et surtout je souhaitais remercier Philippe de nous avoir invités, de nous avoir associés à cette belle initiative. On a appris plein de choses avec chacun des intervenants. C'était le bon temps, mais on y croit pour la rentrée, puisqu'on on a replanifié toutes nos courses dès le mois de juillet, dès le mois de septembre. On sera tous plus ou moins vaccinés et certainement en capacité de se retrouver, et je crois que beaucoup de gens sont en demande de ça, de retrouver ce lien social. En tout cas, on n'est jamais trop nombreux pour parler de l'activité physique, de la nécessité de bouger son corps, son cœur, en prévention des maladies chroniques.
Donc c'est vrai qu'Odyssea, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, a pour objet de rassembler des hommes, des femmes et des enfants sur ces courses-marches partout en France et outre-mer pour collecter des fonds contre le cancer du sein. Mais le fondement aussi de nos rassemblements, de nos manifestations, c'est de parler de prévention, de sensibilisation. Alors bien sûr au dépistage précoce contre le cancer du sein, mais au fait de pratiquer une activité physique régulière en prévention d'un cancer, du risque d'un cancer du sein et du risque de récidive. Il faut savoir que, on parlait des maladies cardiovasculaires comme étant la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 55 ans. Pratiquer un sport régulièrement ou une activité physique diminue ce risque fortement. Et lorsqu'on a eu un cancer du sein, il diminue de l'ordre de 20 à 40% le risque de récidive. Donc c'est fondamental, c'est majeur. Donc notre discours au sein de nos rassemblements, c'est de favoriser ce message. Et le docteur Mouquet disait qu'il fallait avoir une bonne hygiène de vie dès son adolescence. Nous, on parle aussi aux enfants. On a créé des courses pour les enfants. Et l'idée, c'est de dire aux enfants qu'ils peuvent être de généreux donateurs et d'être des citoyens avertis, mais surtout de pratiquer un sport dès leur plus jeune âge. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce qu'on a fait, nous, sur ces derniers mois, c'est que le risque sanitaire étant encore important, on est en train de développer une application Odyssea qui va permettre de pratiquer de la marche ou de la course à pied et de tenir à jour un peu ses entraînements. Donc, dès que vous aurez acheté un dossard pour Odyssea, pour une des courses Odyssea connectées virtuellement, si on ne peut pas se retrouver, ou en tout cas si tout le monde ne peut pas venir pour des raisons de localisation, ça vous permettra tout simplement de pouvoir, de façon un peu plus ludique, en retrouvant peut-être vos amis, votre groupe, des gens que vous retrouvez sur cette communauté, de pouvoir les retrouver sur cette application qui sera gratuite et qui vous permettra, avec simplement un smartphone, d'aller courir ou marcher sur votre lieu de résidence et de retrouver d'autres marcheurs et d'autres coureurs voilà, parce que le sport et l'activité physique, indépendamment du fait d'être très bon pour notre cœur, c'est aussi un moyen de développer des endorphines et de procurer du plaisir et du bonheur et de se reconnecter aussi au monde. Souvent, quand on a un cancer du sein ou une maladie chronique, d'ailleurs, on est souvent un petit peu, même beaucoup fatigué. On a du mal à trouver la force et l'énergie pour aller marcher, ne serait-ce que 500 mètres quand on est en chimiothérapie ou en traitement. Et pour autant, c'est absolument nécessaire de le faire. Ça nous reconnecte aux autres. Ça nous permet de sortir de notre bulle un peu où on est dans un cocon, mais qui n'est pas forcément le meilleur pour retrouver de l'énergie. Et surtout, chimiquement, ça provoque et ça stimule des endorphines qui nous permet ensuite d'être de bonne humeur, de ne pas être dépressif, de bien dormir, de plein de choses comme ça. Donc, nous, chez Odyssea, on est là pour collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein, mais on est surtout là pour pour bouger tous ensemble, créer un peu ce petit moment de communauté et de partage qui est très important pour pratiquer une activité physique. Et nous, on a vu comme ça des gens qui sont venus tout simplement par le bouche à oreille, qui n'avaient jamais couru de leur vie et qui ont commencé finalement à devenir des pratiquants de la course à pied ou de la marche rapide. Et nous, ça nous encourage beaucoup parce que c'est vraiment ce qui est le fondement de notre association. Donc, on est tout à fait en résonance avec Philippe et avec sa communauté. Et je crois que Philippe souhaite créer un groupe Bouge ton cœur sur la course Odyssea au mois d'octobre. Donc, j'espère que vous serez très nombreux à prendre votre dossard au nom de Bouge ton cœur et de montrer qu'effectivement, il faut faire travailler son cœur pour vivre heureux et surtout en bonne santé. Philippe, le mot de la fin, avant de se séparer, sur ce beau message de communauté de Anne et de l'importance de la course pour garder le moral aussi. Alors moi, j'ai noté les rendez-vous. Rendez-vous est pris à la rentrée, puisque tout sera levé au niveau sanitaire, on pourra faire tout ce qu'on veut. J'en suis persuadé, en tout cas je l'espère. Donc merci Anne pour ce message, merci pour la présence d'Odyssea, et puis aussi toute cette communauté. Effectivement, nous pourrions faire un groupe. Alors,
on est moins sportif à Alliance du Cœur que chez Odyssea, certainement, mais on peut étonner quand même. Donc, merci à tous. Alors, je tiens à remercier donc Odyssea et Anne particulièrement. Je vais citer toutes ces personnes qui nous ont aidés, donc qui ont répondu à cet appel. Donc, nous avons la ville de Bondu, nous avons la fondation Agir pour le cœur des femmes, dont Frédéric Mouquet est un membre, et en tant que cardiologue, je le remercie aussi pour tous ses conseils. Et je vois qu'en ce moment, il est en train de répondre à plein de questions des internautes qui sont très contents, puisque là, il a un vrai travail. C'est pas facile. Donc, merci aussi à Chloé pour ses conseils sur la nutrition. Merci à Margot Voisin pour ses conseils sur l'activité physique. Merci à Gwen pour aussi sa vidéo. Et puis, merci à Oriane qui nous a bien drivé, qui s'est bien occupé de nous. Donc, Canopée était vraiment à la hauteur. Et merci à tous. Donc, nous étions plusieurs centaines de personnes et c'était quand même très agréable. Et donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis, je donne rendez-vous à Anne pour peut-être qu'on puisse continuer cette communication autour de la prévention surtout, puisque que ce soit cancer du sein, que ce soit le cœur, on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Donc, merci à tous et très bonne soirée à tout le monde et à tous les internautes. Merci. Au revoir, merci à tous. Au revoir.